Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, il y a un petit avion qui passe dans le ciel, je sais pas si on l'entend en même temps que je vous souhaite le bonjour. Alors j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va se mettre un petit peu tranquille et on va parler de plusieurs petites choses. Alors déjà, j'aimerais avant tout commencer par remercier alors Cyril qui s'occupe un petit peu des messages en fait que je reçois sur YouTube, sur Facebook, etc. Et qui, je te remercie Cyril, je sais que tu m'écoutes. Je te remercie parce que grâce à toi, ça permet finalement à la communauté, j'aime pas trop ce mot, mais bon, bref, à ceux qui m'écoutent plutôt, on va dire ça comme ça, ou ceux qui me regardent, de poser des questions et grâce à toi, les questions, tu les mets dans un petit document, je peux les voir et je peux les traiter dans les épisodes. Donc une petite dédicace à toi. Parce que grâce à toi, le travail se passe mieux. Voilà. Terminé pour la petite. Hop, je coupe mon téléphone. Voilà, c'est bon. Ouais, bon, terminé pour ça. Donc, merci à toi, Cyril. On va parler aujourd'hui de pas mal de petites choses, des règles. Alors, j'aime pas utiliser le mot règles, mais bon, ou des lois ou des choses comme ça, parce que c'est jamais très défini pour tout le monde. Mais on va en parler quand même, c'est pour se libérer finalement. En fait, j'ai écrit ce matin un texte, là, une newsletter, que d'ailleurs j'espère que vous êtes inscrit à ma newsletter, que vous recevez ma newsletter toutes les semaines, parce que c'est pas tous les jours non plus, c'est plutôt toutes les semaines, avec des petits tips, des petits conseils comme ça. Donc là, celle-là, elle est partie, normalement quand vous écoutez, elle est déjà partie, quoique je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai envie d'en parler parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui écoutent les podcasts et qui lisent pas les newsletters et d'autres qui lisent les newsletters et qui n'écoutent pas les podcasts. Et donc, j'aimerais satisfaire un petit peu tout le monde. Alors, j'avais noté que là, on est dans la saison finalement. Au moment où on écoute le podcast, où on enregistre le podcast, on est dans la période où les gens ont envie de se mettre un petit peu bien, pour la piscine, pour la plage, pour pour se mettre bien en fait, pour torse nu, ressembler à quelque chose qui leur convient, on va dire. Et il y a beaucoup de personnes frustrées, je le vois, parce que je reçois des messages, je reçois des photos également avec les messages sur mon site, et des personnes qui sont frustrées parce qu'elles fournissent beaucoup d'efforts en salle de sport. Et ça, je sais que y a rien de plus frustrant que de fournir des efforts pendant toute une année, et quand on veut se mettre bien après pour aller au bord de l'eau, etc., on n'a pas vraiment cette définition musculaire qu'on aimerait. Alors, c'est très superficiel, je le reconnais, mais bon, c'est notre passion, nous, on aime ça. Il y a des gens qui ont envie de performer dans d'autres choses, nous, on a envie de performer dans le côté esthétique. Et des gens qui n'y arrivent pas, ils vont sur les réseaux, ils voient des mecs qui sont hyper secs, des nanas hyper sèches et tout. Donc, bon, déjà, la première chose, c'est que j'en parlerai peut-être à la fin du podcast, mais par rapport à ça, là, à toutes ces histoires de se comparer sur ce qu'on voit sur les réseaux, on en reparlera peut-être à la fin de l'épisode d'ailleurs. Mais bon, moi, je vais vous donner quelques petites astuces que moi j'applique et que je vous recommande de suivre un petit peu, mais que je vais expliquer au passage pour garder un petit peu cette définition musculaire ou l'obtenir, parce que vous l'avez jamais eu peut-être. Et donc, on va voir comment je m'y prends. Alors, première règle, première loi, je sais pas comment on pourrait, premier conseil, ne cherchez pas l'exercice magique pour vos abdos. Je reçois beaucoup de questions sur l'entraînement des abdos. Pourquoi ? Parce que chez moi, les abdos ont toujours été un point faible, donc je suis obligé de me batailler pour bien les développer. J'ai dû batailler pour leur donner de la masse musculaire, j'ai dû batailler pour les rendre plus visibles, j'ai dû batailler pour plein de choses au niveau de la sangle abdominale. Parce que moi, j'étais pas le petit ado quand j'étais jeune, avec la sangle abdominale apparente naturellement. Moi, j'ai toujours eu une pellicule de peau, de gras, de flotte sur le ventre. Après, j'ai pris du poids, donc quand j'étais
jeune adulte, on va dire, vers entre 18 et 19, 20, 21 ans, j'ai été gras, en surpoids, donc j'étais à 92 kilos pour 1m75, donc sans masse musculaire, bien sûr, enfin avec très peu de masse musculaire. Donc du coup, j'ai jamais été naturellement doté de 6 abdominaux. Enfin en tout cas visibles. Et donc du coup, j'ai dû trouver des stratégies, j'ai dû comprendre, j'ai dû apprendre comment faire pour les avoir. Et malheureusement, j'ai jamais trouvé mes réponses dans les magazines, j'ai jamais trouvé mes réponses dans les bouquins, j'ai trouvé mes réponses nulle part. Finalement, j'ai trouvé mes réponses sur le terrain et sur la compréhension un petit peu de comment fonctionnait l'organisme par rapport au stockage de la flotte, au stockage du gras, etc. Et ça, plus on se met là-dedans, plus on va avoir, des gens qui vont être réticents par rapport à notre discours, par rapport à nos pratiques, parce que forcément, il y a des gens qui n'ont pas trop de difficultés à avoir des abdos, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la muscu, ils vont faire un petit régime, donc ils vont juste faire un petit peu attention à ce qu'ils mangent, mais vraiment un petit peu, et ils vont être bien. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui prennent pas forcément beaucoup de gras, c'est des personnes qui sont très actives dans la journée, c'est des personnes qui sont génétiquement faites pour avoir pas trop stocké de gras finalement sur le ventre et avoir une sangle bien apparente. Moi, c'était pas mon cas, donc j'aimerais un petit peu aider toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi, enfin qui sont dans le même cas que moi j'étais auparavant, et qui me posent la question suivante, qui me disent c'est quoi l'exo pour bien définir telle ou telle zone des abdos ? Alors certes, plus on va travailler toutes les zones des abdominaux, plus on aura de chances de les avoir apparents, entre guillemets. C'est-à-dire que plus on va les hypertrophier, plus on va avoir de la masse musculaire dessus, plus on va répéter les mouvements dessus, on va vasculariser la zone, donc du coup il va y avoir plus d'échanges sur la zone qu'on travaille, il va y avoir plus de masse musculaire, donc plus de relief, donc potentiellement le régime devrait être moins sévère pour les voir apparaître, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que même si on est ultra sec mais qu'on a zéro abdominaux, enfin qu'on a des abdominaux très fins, ils vont pas bien apparaître, alors que si on a un petit peu de volume, ça va plus creuser. Et donc du coup, il faut pas être dans le déni et croire qu'il y a le petit exercice magique qui va faire la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un régime, avant tout, qui va vraiment abaisser le taux de gras. En fait, si vous voulez, l'entraînement des abdominaux, c'est un travail de fond, et le régime, c'est ce qui va venir dévoiler votre travail. Donc, il y aura jamais un exercice qui va vous empêcher, enfin qui va vous permettre de mettre de côté le régime. Le régime sera toujours obligatoire pour avoir des abdominaux si vous êtes dans la même configuration que moi. C'est-à-dire que voilà, les abdos ne sont pas forcément très apparents. Donc, plus vite vous l'encaisserez ça, plus vite vous allez être capable de vous rendre compte qu'au niveau de votre diététique, il y a quelque chose qui cloche, mieux ce sera. Et c'est pareil, ne cherchez pas à faire 18 choses en même temps, ça marchera pas. D'essayer de prendre de la masse musculaire, de perdre du gras, d'avoir plus d'abdos, etc., de rattraper un point faible pec, enfin tout ça en même temps, ça crée un petit peu, c'est du multitâche, et le multitâche, comme sur un ordinateur, trop de multitâche, ça fait friser, et pour vous, ça va faire pareil au niveau du cerveau, au niveau du corps, il va friser, il va se bloquer, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez ni avancer, ni reculer, vous allez rester au même point, pourtant vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous épuiser. Donc, règle numéro 1, ne cherchez pas l'exercice magique pour vos abdos. Règle numéro 2, le sel, attention tout de même, c'est ce que j'avais marqué. Alors, il y a eu beaucoup récemment de données sur le sodium, l'apport en sel, le sportif, il a des besoins, etc. C'est pas bien de couper le sel, blablabla, blablabla. Ok, ça, je suis d'accord avec ça, sauf qu'on a eu tendance à prendre ces dernières études scientifiques un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vu que le sodium, c'était bénéfique pour les sportifs, mais sauf qu'on n'a pas précisé que c'était pour les sportifs d'endurance, voire d'ultra-endurance, et que c'était pour compenser un peu les pertes en sodium durant l'effort, et donc du coup limiter les pertes durant, enfin de bouleverser un petit peu l'équilibre en électrolytes durant l'entraînement, durant la compétition, et que ça avait un avantage. Ok, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à prendre ça pour acquis en musculation. La musculation, c'est toujours pareil, c'est en fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, etc. Mais on n'a pas des pertes aussi importantes en sodium que durant une longue sortie cardio, voire très longue sortie cardio. Donc, moi, ce que je recommanderais aux personnes, déjà, si vous transpirez peu, vous avez peu de chances d'avoir des grosses pertes comme ça en sodium. Si vous transpirez beaucoup, vous pouvez consommer, enfin, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, moi, je suis pas là pour vous donner des recommandations à suivre absolument. C'est juste des conseils. Il faut vraiment se baser sur soi-même. C'est-à-dire que le sel, ça retient l'eau dans tous les cas. Donc, vous pouvez faire de la rétention d'eau à cause de votre apport en sodium qui est peut-être trop élevé. Si vous avez des journées très cardio, vous transpirez beaucoup,
profitez-en pour peut-être ajouter un petit peu de sodium dans votre diète, donc un peu de sel. Par contre, si vous commencez à faire que de la muscu, que vous êtes plutôt sédentaire, que vous transpirez pas trop, en plus que vous consommez encore quelques petits aliments transformés, par exemple le thon en boîte, je sais pas moi, du jambon, des choses comme ça. Si vous avez encore ce genre d'aliments dans votre diète, sachez qu'il y a du sel dedans. Donc du coup, votre apport en sel, il va être très rapidement trop élevé par rapport à vos besoins et ça va peut-être un petit peu retenir trop d'eau. Donc si vous êtes un petit peu dans une configuration peu actif, mis à part la muscu dans votre journée, que vous faites un petit peu de cardio mais que vous transpirez pas des litres d'eau, allez-y mollo sur le sel. Alors ne coupez pas d'un coup, mais peut-être que déjà au petit déjeuner pas de sel, le midi peut-être un petit peu et le soir essayez d'éviter, mais ne coupez pas d'un coup. Et essayez de voir comment ça se passe. De toute façon, si vous allez manquer, vous allez le voir, vous allez faire des crampes, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétiteurs et tout qui ont des crampes, et même on voit des culturistes à l'entraînement qui ont des crampes. Alors d'une, c'est parce qu'il y a abus de diurétique, mais aussi parce qu'il y a cet équilibre potassium-sodium d'électrolytes là qui est un petit peu bouleversé. Et d'avoir pas assez de sodium, trop de potassium, vous pouvez faire des crampes. Mais et autre chose que je voulais préciser par rapport à ça, beaucoup de personnes s'intéressent au potassium, notamment au bicarbonate de potassium ou même au potassium au citrate. Et ça c'est pareil, si vous voulez enclencher un apport comme ça en potassium dans votre alimentation, ne faites pas en même temps une réduction du sodium. Parce qu'en fait, il ne faut pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Commencez peut-être par soit ajouter du potassium sans toucher à votre sodium, ou alors réduire votre sodium sans apporter du potassium. Parce qu'en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre qu'il faut essayer d'optimiser, mais il ne faut pas trop changer les choses d'un coup. Le pire cas de figure, ce serait de prendre du potassium d'un coup comme ça, de commencer à prendre du potassium. Déjà, les doses, il faut faire extrêmement attention parce que ça peut être très dangereux. Donc soyez vraiment. Moi, je vous recommande pas sans avis médical et tout. Faites attention quand même avec le potassium. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc le pire cas de figure, ce serait de commencer une supplémentation en potassium, de couper le sel et de faire beaucoup de cardio. Parce que là, en fait, on viendrait beaucoup transpirer, avoir des pertes en sodium assez élevées, avoir beaucoup de potassium qui arrive et peu de sodium qui rentre. Et là, il faut se dire une chose, c'est que cet équilibre-là, on peut très vite ressentir des effets indésirables. Et donc, du coup, allez-y mollo. Donc, honnêtement, quelque chose de tout simple pour réduire un petit peu peut-être améliorer un petit peu votre équilibre. Si vous faites pas des grosses sorties cardio, si vous avez juste votre petit cardio en salle de muscu pépère et votre muscu, réduisez le sel dans votre diète. Ça va vous aider à libérer un peu de flotte. Si vous avez été habitué à consommer du sel depuis des années, vous allez continuer en fait à l'éliminer pendant quelques jours. Vous allez continuer à pisser en fait, à vous vider, à vous purger un petit peu quand vous allez réduire le sel. Et donc du coup, pendant quelques jours, vous allez voir que votre peau va être plus fine, que vous allez faire un petit peu moins de rétention d'eau. Donc ça peut être un bon indicateur que vous reteniez pas mal de flotte à cause du sodium. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à maîtriser et que c'est vraiment des tests personnels à faire. N'allez pas faire n'importe quoi avant un shooting photo ou avant, une compétition. Prévoyez avant, faites des petits essais comme ça quand vous êtes un petit peu relax à la diète, mais plutôt relax au niveau, vous n'avez pas d'impératif de date, quoi. Et donc, voilà pour la règle 2. La règle 3, utilisez votre énergie, pas celle des sucres. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du gras, qui veulent commencer à s'affiner ou qui veulent vraiment taper dans les réserves de graisse qui sont un petit peu récalcitrantes, on va dire, et qui me disent mais moi je consomme encore des hydrates de carbone, donc des glucides, durant l'entraînement, donc des sucres rapides, de maltodextrine, dextrose, des choses comme ça, ou voire plus anciennement du Vitargo. Ok, tous ces glucides-là, durant l'entraînement, ça a été démontré, il y a des effets positifs sur la performance, sur la fatigue, etc. Mais par contre, quand vous consommez ce genre de glucides, en fait, ce que vous permettez à votre corps de ne pas trop épuiser son glycogène, donc de l'épargner, et d'utiliser le glucose comme source d'énergie plutôt immédiate. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez moins de chances de mobiliser vos graisses de réserve, donc celles que vous avez stockées, à des fins énergétiques. Donc, nous, ce qu'on veut, moi, personnellement, ce que je recherche, c'est de brûler du gras durant la journée. Donc, c'est-à-dire d'avoir une glycémie plutôt basse, de pas trop bousculer mon niveau d'insuline pour avoir une glycémie plutôt basse et d'encourager le déstockage des graisses, mais aussi durant l'entraînement. Parce que l'entraînement est une bonne opportunité de perdre du gras, quand on cherche à perdre du gras, évidemment. Et consommer des glucides pendant la séance d'entraînement, c'est un petit peu faire l'inverse de ce qu'on recherche.
Donc il faut toujours pareil, il faut pas mélanger les choses. Je sais que vous avez certainement lu quelque part que c'était bien de consommer des glucides pendant la séance, ok, mais si vous voulez perdre du gras, moi c'est pas ce que je recommande. Honnêtement, je vous le dis clairement, moi c'est pas ce que je recommande, même si je sais que ça a beaucoup d'autres atouts de consommer ce genre de trucs. Alors, encore une fois, on peut garder les abdos avec des glucides pendant la séance, il n'y a pas de souci. Mais si on veut passer à un certain stade, si on a du mal à décrocher encore quelques kilos, quelques grammes de graisse ou de flotte d'ailleurs, parce que ça fait aussi faire de la flotte, hein, les glucides, faut pas se leurrer. C'est un levier sur lequel on va pouvoir appuyer ces fameux glucides durant l'entraînement, qui reste quand même une source de glucides à index glycémique élevé, qui même pendant l'entraînement, on a tendance à les utiliser plutôt rapidement. On sait pas trop bien comment chacun va les tolérer à l'entraînement. Certes, on peut les utiliser durant l'entraînement, mais encore une fois, il faudrait donner une intensité cible, parce que y en a qui vont consommer des glucides mais qui vont pas avoir d'intensité, donc du coup ils vont peut-être en consommer trop par rapport à leur intensité. Il y a pareil, je pourrais pas vous donner de dose comme ça pour les glucides pour ceux qui sont pas en perte de graisse, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et moi je l'avais vérifié, hein. J'avais essayé de nettoyer un peu mes abdos entre guillemets pour sécher un petit peu avec des glucides pendant la séance et sans glucides, c'est beaucoup plus facile sans glucides, tout simplement. Après, voilà, c'est une gestion de l'énergie qui est autre. Il faut être habitué à ça. Il faut habituer son corps à tourner avec ses graisses de réserve et avec les graisses alimentaires peut-être un petit peu pendant la journée. Encore que les graisses alimentaires, tous ceux qui me parlent de diète cétogène, etc. La diète cétogène, c'est bien pour perdre du gras. Mais la diète cétogène, vous perdez du gras parce que vous utilisez le gras que vous avez à des fins énergétiques, mais c'est pas ça le but de la diète cétogène. La diète cétogène, c'est d'utiliser les graisses consommées, c'est-à-dire ce que vous consommez dans l'alimentation, les lipides. Donc votre source d'énergie, vous n'allez pas utiliser vos graisses de réserve dans la diète cétogène, vous utilisez surtout les graisses que vous consommez. Donc ce qui veut dire que si vous avez beaucoup de graisse dans votre diète cétogène, vous n'allez pas perdre forcément beaucoup de gras, puisqu'en fait vous apportez l'énergie, le corps va utiliser les graisses que vous consommez, pas les graisses que vous avez stockées. Donc, dans l'absolu, si vous voulez perdre du gras en diète basse en glucides, faut pas avoir non plus énormément de graisse. Faut avoir les graisses qu'il faut pour maintenir un bon système hormonal, etc. Mais si vous voulez utiliser vos propres graisses de réserve à des fins énergétiques, faut pas avoir des doses de graisse alimentaires excessives. Voilà. Donc, petite parenthèse, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Il n'y a jamais de magie, de toute façon, dans la diète, dans la physiologie, etc. Donc voilà, je vous ai donné quelques petites règles comme ça. Bon, je sais que peut-être les débutants, ça les aura pas forcément intéressés. D'autres personnes commencent un petit peu à voir plus clair. Parce que aujourd'hui, on vous parle d'oméga 3, on vous parle de plein de choses, soi-disant c'est mieux pour la sèche, etc. Il y a plein de choses qui sont vraies et je suis d'accord avec ça. J'ai d'ailleurs fait des vidéos là-dessus. Mais des choses toutes simples comme ça, qui sont pas compris en fait elles sont pas comprises ces choses-là par la majeure partie des pratiquants et même des pratiquants avancés. Qui vont enquiller des sèches extrêmes qui vont tenir pendant peut-être 1 mois maximum, puis après ils redeviennent gras, flotteux, etc. Et je pense que c'est des notions de style de vie à avoir quand on a envie de rester en forme toute l'année. Donc après, pour toutes les personnes que ça intéresse, je vais pousser un petit peu en avant les choses, mais lisez l'ouvrage que j'ai fait sur la sèche, avec la préparation pour les shootings photos que je fais, etc. C'est des choses simples, c'est des choses pour les personnes naturelles comme moi. Il y a pas de trucs avec des techniques un petit peu, je sais pas, qui sortent de nulle part. Ce sont des choses simples qu'il faut connaître. Forcément, vous aurez pas une sèche de compétiteur de bodybuilding parce que il y a pas moi j'utilise pas de diurétiques, de choses comme ça. C'est vraiment avec, de diurétiques chimiques ou je sais pas comment on appelle ça, illégaux. Ça va être quoi? Ça va être un petit peu, par exemple, le chat il est pas content. De pissenlit, des trucs beaucoup plus, on va dire, nature, en tisane et tout. Et donc voilà. Donc je m'arrête ici. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Et puis on en reste là pour le podcast du jour. Donc si vous avez envie de lire mon ouvrage sur la sèche, je vous ai mis un lien directement dans cet épisode, dans la description de cet épisode. Et on se retrouve très rapidement pour le prochain. Bye bye.